Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons voir comment il est possible d'utiliser le modèle Terre-Eau-Air-Feu, qui vous a été maintenant largement présenté, pour s'en servir au sein d'une une équipe que vous allez découvrir ou une équipe que vous connaissez déjà, pour poser un diagnostic énergétique. Voilà, c'est-à-dire en fait, il s'agit là assez simplement de repérer au sein de cette équipe quelles sont les énergies dont elle est signée, et on verra bien d'ailleurs qu'il y a une différence entre la signature de l'équipe et la signature des membres de l'équipe. On peut avoir des membres signés d'une énergie et pour autant l'équipe pourra avoir une énergie différente. Voilà. Alors, on verra un certain nombre d'applications, mais l'application essentielle, ça sera d'appuyer votre démonstration, d'appuyer la façon dont vous allez construire votre architecture quand vous allez la présenter à votre client. Et c'est quelque chose qui marche bien, on s'en est aperçu au fil des années. Le modèle est simple, il est simple à expliquer, il est facile à comprendre. Ensuite, on peut rentrer très en profondeur de ce modèle-là, mais on n'a pas forcément besoin de le faire dès le départ avec le client. En tout cas, ça permet de lui schématiser, de lui faire visualiser ce qu'on a observé, ce qu'il connaît déjà, mais qui d'un seul coup devient clair et limpide, et puis d'appuyer la construction de votre intervention sur ce diagnostic que vous lui présentez. Quatre parties dans ce module. On verra d'abord ce qu'on appelle vraiment un diagnostic énergétique, assez court. Ensuite, une partie un peu plus longue dans laquelle je vous présenterai les pistes que vous pouvez explorer pendant ce diagnostic, pour poser, pardon, votre diagnostic. Ensuite, on ira regarder du côté des exemples d'utilisation, donc quelques exemples un peu généralistes, mais aussi deux exemples détaillés. Ce qui fait de ce module d'ailleurs un module un petit peu long, mais c'était l'occasion de vous parler d'exemples concrets d'interventions que nous avons menées et d'utilisation du diagnostic énergétique d'équipe euh, dans un coaching. Et on terminera par quelques points d'attention quand il s'agit de poser un diagnostic. Des points un peu généralistes d'ailleurs qui pourraient concerner tout type de diagnostic qu'on serait amené à poser, soit sur un individu, soit sur une équipe. Alors commençons par poser quelques mots de définition sur ce qu'est un diagnostic énergétique d'équipe. En fait, c'est assez simple, il s'agit vraiment d'une simple trame qui vous permettra de repérer là où les énergies dominantes d'une équipe. Alors effectivement, c'est vrai que notre expérience nous montre que souvent il y a deux énergies qui dominent sur les quatre. Souvent d'ailleurs des énergies qui sont proches dans le modèle, c'est-à-dire la terre et le feu et l'air et l'eau et la terre. Mais tout ça n'est pas une règle absolue et surtout ne la prenez pas comme telle. Il arrive d'avoir des équipes qui sont très équilibrées. Il y a des équipes qui sont très très marquées d'une seule énergie. Il y a des équipes dans lesquelles il y a l'absence totale d'une énergie. Voilà, donc tout ça vous permettra surtout d'en tirer des enseignements sur les atouts, sur les faiblesses de cette équipe qui sont liées à sa signature. Ça vous permettra, comme on l'a dit juste avant, de visualiser, de partager votre vision d'une manière simple et assez percutante, que ce soit auprès du donneur d'ordre ou que ce soit auprès de l'équipe quand vous allez démarrer le travail avec eux. Et puis ça vous permettra donc, comme on l'a déjà dit, de vous guider comme une sorte de checklist en fait qui va vous donner un cadre dans la construction de l'architecture de votre intervention. Ça vous permettra, une fois que vous avez laissé libre cours à votre intuition, qui est hyper importante dans ce métier-là, de vérifier peut-être, au travers de votre diagnostic, que vous avez rien oublié d'important. Ce diagnostic énergétique d'équipe est à distinguer d'un diagnostic systémique d'équipe. C'est un module qui viendra plutôt dans le perfectionnement, qui là permet d'aller chercher vraiment très spécifiquement les éléments de fonctionnement d'une équipe, les éléments systémiques de fonctionnement d'une équipe. C'est ce qu'on appelle les boucles autoconfirmantes, c'est d'aller repérer les croyances qui limitent l'équipe, c'est d'aller chercher les rémanences de la culture, c'est de trouver aussi les schémas gagnants. Enfin, c'est un certain nombre de choses plus subtiles, plus fines, plus complexes, qui nécessitent vraiment d'aller faire des entretiens avec chacune des personnes de l'équipe, voire avec des personnes qui sont en dehors de l'équipe. C'est presque en soi une mission en tant que telle dans ce cas-là, et on réserve ce type de diagnostic beaucoup plus complexe et sophistiqué aux interventions plutôt de type coaching d'organisation. C'est pour ça qu'on l'a sorti de cette formation sur le coaching d'équipe et que ça sera plutôt un module de perfectionnement.
Voilà donc dans le cœur de ce module, je vais balayer assez rapidement, mais vous verrez, il y en a quand même pas mal, 16 petits chapitres, 4 par énergie, des pistes que vous pourrez explorer quand vous allez poser votre diagnostic. Ce qui me paraît important de vous dire à ce stade-là, c'est que il y a deux façons de le faire. Soit vous allez rencontrer des gens, participer à une réunion, écouter un morceau de la vie de l'équipe d'une façon ou d'une autre, et donc vous allez vous en servir plutôt de cette trame une fois que vous serez revenu dans votre bureau et que vous allez vous dire, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai observé, et au regard de cette grille, qu'est-ce que ça me permet de poser suggestion, parce que ça sera jamais qu'une suggestion, ou comme hypothèse, voilà, c'était le mot que je cherchais, de signature pour cette équipe. Ou alors, vous allez vous en servir pour bâtir une trame d'entretien et rencontrer les gens de l'équipe, et donc vous servir de ces pistes que je vais vous présenter pour construire des questions que vous allez leur poser, parce que vous avez envie d'explorer tel ou tel point en particulier du modèle énergétique. Donc la structure des 16 slides qui vont suivre est la même à chaque fois. On est dans la terre, ou on est dans l'eau, ou dans l'air, ou dans le feu, et vous allez pouvoir, alors je vais pas les lire, hein, je vais pas vous faire l'affront de relire tout ça, vous l'aurez à disposition derrière. Simplement, vous voyez, l'idée c'est d'aller regarder à chaque fois des zooms à l'intérieur de la Terre, par exemple ici, sur la structure et l'organisation du travail. Vous posez les questions de finalement, est-ce que le travail est structuré? Est-ce qu'il est organisé dans cette équipe? Ou au contraire, est-ce qu'il est visiblement beaucoup plus lié à l'impulsion, à l'envie du moment, à l'énergie de l'action immédiate. Est-ce que les missions sont décrites? Est-ce que il y a des objectifs? Est-ce que ces objectifs ils sont formalisés? Est-ce que le travail est réparti, planifié, coordonné, etc., etc. Donc vous allez avoir un premier volet d'indication de la signature terre ou pas ou absence de terre dans l'équipe que vous allez pouvoir faire à partir de ces observations sur la structure et l'organisation du travail. Idem pour l'importance qui sera accordée à l'expertise. Est-ce que l'expertise est quelque chose d'important dans l'équipe? Est-ce que les gens parlent de l'expertise? Quand ils décrivent par exemple les membres de l'équipe, est-ce qu'ils parlent avant tout de la personne ou est-ce qu'ils parlent avant tout de son expertise, de sa compétence? Est-ce que l'expertise est reconnue? Est-ce qu'elle est valorisée? Versus d'autres qualités. Par exemple, quand le patron vous décrit l'équipe, là aussi, et qui vous parle de ses bons collaborateurs, est-ce qu'il vous parle des collaborateurs dont il est fier d'avoir été chercher une expertise à l'extérieur, ou est-ce qu'il est plutôt fier d'avoir ramené euh, un super, un gars qui est hyper innovant, hyper créatif, ou quelqu'un qui défonce tout parce qu'il est tout le temps sur les bonnes balles, qui laisse tomber toutes les balles inutiles et qui sait marquer des points. Ouais, donc ce sont des points, une fois de plus, qui vont vous permettre d'aller formuler votre hypothèse. Qu'en est-il des règles? Est-ce qu'il y a des règles dans l'entreprise? Est-ce que les gens les connaissent? Est-ce qu'ils les respectent? Par exemple, les réunions est une bonne illustration de ça. Est-ce qu'il y a un ordre du jour? Cet ordre du jour, est-ce qu'il a été partagé en amont? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'on se pose bien les questions de l'objectif de chacune des séquences qui sont à l'intérieur de la réunion? Est-ce que on sait vers où on veut aller? Est-ce qu'on maîtrise le temps? Voilà, etc. Donc, c'est un exemple, hein, les réunions, mais ça peut être la conduite des projets, ça peut être la vie dans l'entreprise, ça peut être tout un tas de sujets que vous allez explorer au travers de la règle. Et puis peut-être aussi un élément un peu différent qui est la conscience du modèle de l'entreprise, sur quoi cette entreprise repose, sur quoi cette équipe s'appuie, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'ils ont des valeurs? Alors toutes les équipes en ont, mais est-ce qu'ils sont conscients d'en avoir? Est-ce qu'ils les connaissent? Est-ce qu'ils savent les expliciter? Et surtout, est-ce qu'ils en tiennent compte? Idem pour la culture. La culture d'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement fort, hein. On voit beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui aimeraient, qui sont arrivés, qui aimeraient apporter une impulsion nouvelle, qui ont une forme de vision et qui se disent il faut absolument qu'on aille dans cette direction-là parce que c'est la seule façon pour nous de nous en sortir dans un marché qui est difficile, par exemple. Euh, ils recrutent des nouveaux collaborateurs, ils font des formations, ils font des séminaires, ils font des présentations, et ils ont l'impression que malgré tous ces efforts, toute cette énergie qu'ils mettent dedans, les choses ne bougent pas, ou qu'elles continuent à fonctionner comme elles fonctionnaient avant.
même avec les nouvelles personnes qui ont été recrutées à l'extérieur. Par exemple, là, très récemment, j'étais sur une mission où petite boîte, petite structure d'une centaine de personnes, et le patron qui vient d'une grosse boîte qui se dit, il faut vraiment que j'amène du process, de la culture projet, etc. Donc il va recruter deux, trois personnes qui ont cette culture-là parce qu'ils ont travaillé dans des boîtes où ça existait fortement. Et 6 mois après, il se rend compte que ces personnes qu'il a été recrutées ont été comme gangrénées, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin en tout cas contaminées par la culture de l'entreprise où tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi parce que c'est une petite boîte et qu'on n'a pas besoin de process. Voilà un des effets de la culture. Et est-ce que les gens sont conscients de ça? Est-ce qu'ils savent le décrire? Est-ce qu'ils le voient? Voilà, donc ça c'est le quatrième des points que vous avez à explorer. Une fois de plus, n'hésitez pas à enrichir cette liste de ce qu'il vous paraîtra le plus caractériser la Terre, puisque ce modèle est un modèle que vous devez vous approprier. Donc c'est parti pour l'eau dans un second temps. Vous allez regarder, par exemple, en premier, c'est assez facile à observer en général, tout ce qui est lié à l'appartenance, à la cohésion, à la solidarité entre les membres de l'équipe. Notamment, par exemple, en les questionnant sur comment ils ont traversé telle ou telle période difficile de leur histoire. Est-ce que ça s'est fait plutôt en jeu individuel, plutôt en jeu collectif? Comment est-ce qu'on organise le soutien par rapport à ceux qui en ont besoin? Est-ce qu'on les prend en compte? Est-ce qu'il est possible de parler de sa vie personnelle, de ses problèmes personnels au sein de l'équipe? Voilà, donc vous avez un premier volet d'indications ou d'observations qui vont vous permettre de vérifier si l'eau est présente ou pas dans cette équipe. Deuxième volet d'indication, tout ce qui touche à la confiance, à la convivialité, mais aussi tout ce qui touche au coopération, co-élaboration, co-construction, etc. Donc vous allez, par exemple, si vous observez une réunion, regarder comment les gens s'écoutent. Est-ce que la parole est libre? Est-ce que on se laisse parler les uns les autres? Si vous faites des entretiens, vous allez poser des questions autour de la confiance pour voir comment chacun se positionne. Est-ce que les gens sont très critiques vis-à-vis des autres ou est-ce que les autres, les gens sont à la fois conscients des points de progrès des autres équipiers, mais en même temps leur font confiance dans leur capacité à progresser et à réussir? Voilà, donc vous avez tout ce volet où là aussi vous allez aller chercher questionner des choses concrètes, c'est-à-dire ne pas rester sur des niveaux. Oui, nous dans l'équipe on se fait confiance. Ok, quand vous dites que vous faites confiance dans l'équipe, qu'est-ce que vous me diriez concrètement qui permet d'appuyer ce point-là? C'est extrêmement important ça parce que les gens mettent pas les mêmes choses derrière les mêmes mots. Et le mot confiance, c'est un des mots. Il y en a plein des mots comme ça, mais c'est un peu un mot fourre-tout. Donc c'est important d'aller leur faire décrire ce qu'ils mettent derrière le mot confiance. Autre point important, c'est tout ce qui est lié à la transversalité, à l'ouverture aux autres équipes. C'est-à-dire que l'eau, c'est pas simplement l'eau au sein des équipiers de l'équipe avec laquelle vous travaillez, mais c'est aussi l'eau que cette équipe est capable ou n'est pas capable de faire avec les autres équipes, avec les autres parties du système. Donc, est-ce que assez spontanément, ils vont chercher de l'aide à l'extérieur? Est-ce qu'ils se connectent facilement avec les autres? Est-ce qu'ils écoutent leur point de vue? Par exemple, vous prenez des équipes qui typiquement peuvent être confrontés à des objectifs divergents, une équipe de production, une équipe maintenance, est-ce que ils sont ouverts les uns et les autres au point de vue de l'autre équipe? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont campés sur leur position en étant persuadés qu'ils ont raison? Voilà. Donc vous avez ce point qui est le point d'ouverture, le point d'eau qui connecte aux autres équipes. Et puis la dernière chose, c'est qu'une équipe qui est marquée de l'eau, il faut aussi qu'elle soit capable d'être marquée de l'eau chaude. Et ce qu'on appelle l'eau chaude, c'est la capacité, quand on n'est pas d'accord, de se dire, OK, on pose les choses sur la table, on débat, on se confronte. Et si cette confrontation, si ce débat crée des tensions, parce qu'il y a des positions qui sont parfois difficilement rapprochables, ben, on est prêt à réguler ces tensions. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser se déliter, on ne va pas laisser les gens se disputer, les gens faire la tête et repartir chacun de leur côté. On va avoir la capacité de poser les choses sur sur la table et de réguler les tensions. Pas si facile que ça à faire. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui savent le faire. Pour ce qui est de l'air, on va démarrer par le côté vision. Est-ce qu'il existe une vision? Est-ce qu'elle est décrite? Est-ce qu'elle est déclinée? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que les gens comprennent le sens de cette vision? Et est-ce que les décisions sont prises en fonction d'enjeux stratégiques qui ont été posés?
Voilà. Donc, est-ce que tout ça, ça existe déjà dans l'entreprise? Souvent, quand vous posez cette question-là au patron d'une équipe, bien sûr, chez moi, vision, c'est clair, hein, c'est posé. Rarement un patron vous dira la vision n'existe pas au sein de notre équipe. En revanche, quand vous allez questionner les membres de l'équipe et que vous allez vérifier comment chacun a compris la vision, parfois vous avez des surprises. Parfois c'est parfaitement aligné et tout le monde vous dit la même chose. Parfois chacun a interprété la vision à partir de son prisme et là à ce moment-là ça veut dire que la vision elle n'est pas clairement posée. Autre élément très marqué de l'air, la créativité, l'agilité, la capacité d'une équipe à se reconfigurer spontanément. Un changement arrive, les gens sont presque contents parce que le changement va provoquer une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler. On prend des initiatives, on aime la nouveauté. Un problème survient et très spontanément, les gens disent OK, on va mettre Pierre, Nathalie, Jacques et Émilie sur ce sujet-là parce que c'est les quatre qui vont être les bons pour dépasser cette difficulté. Voilà, donc à nouveau un des axes que vous pouvez explorer dans l'air. Et puis l'orientation solution, l'orientation opportunité, l'enthousiasme. Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme dans cette équipe? Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce que quand un problème arrive à nouveau, est-ce qu'on voit plutôt le bon côté du problème plutôt que le mauvais côté du problème? Est-ce que on passe plus de temps à analyser les causes ou est-ce qu'on passe plus de temps à chercher des solutions? Si on passe plus de temps à chercher les solutions, c'est qu'on est bien dans cette orientation très aérienne, d'orientation solution, tournée vers le futur et vers la ligne d'arrivée plutôt que de se retourner vers le passé et de regarder comment on en est arrivé ici. Et enfin, vous allez regarder la capacité de cette équipe à partager les pratiques, à capitaliser sur ce que chacun fait de bien, à se co-développer parce qu'ils vont accepter de poser leurs problèmes sur la table et de trouver des solutions par la co-construction. Mais la co-construction des idées, la co-construction du cadre de référence, des croyances de chacun. Voilà. C'est aussi les équipes marquées de l'air sont des équipes qui sont capables je crois que je l'ai déjà dit, hein, de créer des sous-groupes quand il y a un problème qui se pose et que ces sous-groupes soient relativement autonomes dans leur façon de proposer des solutions. Donc on sait travailler en réunion, mais on sait aussi, et peut-être même qu'on préfère travailler en petits groupes en dehors des réunions formelles. Pour terminer le feu, avec à nouveau quatre pistes à explorer. La première, c'est est-ce que cette équipe s'est valorisée et est-ce qu'elle s'est modélisée ses réussites? Alors ça, c'est quelque chose qui est important parce que le feu, la réussite est très marquée du feu, mais la réussite, c'est pas juste de dire yes, on a gagné, on est les meilleurs, on est les champions. C'est aussi de savoir comment on a réussi, c'est aussi de savoir s'arrêter, non pas simplement pour célébrer, mais aussi pour analyser le succès, le modéliser et se dire, ben, attends, là, on vient de gagner quelque chose, on vient de gagner un nouveau client, comment est-ce qu'on a fait pour le gagner? Et comment est-ce qu'on va faire à partir de ça pour en gagner d'autres? Autre sujet, l'autonomie, la responsabilisation de l'équipe sur une action plutôt collective, c'est-à-dire que les membres d'une équipe de feu ne se sentent pas uniquement responsables de leur périmètre d'action, ils se sentent responsables du périmètre d'action collectif. Donc pour ça, ça veut dire que les équipiers sont assez autonomes, ils acceptent l'interdépendance. Quand on est en réunion, on sait dépasser son strict champ de responsabilité. On sait, par exemple, prendre une énergie déléguée. Alors, c'est un module que vous découvrirez plus tard quand vous serez dans la partie sur le feu. Les belles équipes sont des équipes qui savent finalement comprendre qu'il y a des énergies différentes qui se jouent au sein d'une réunion et qu'elles savent s'en saisir et que le directeur de prod peut, pendant une réunion, non pas être propriétaire de l'énergie de la Terre, ce qui pourrait peut-être être classique pour quelqu'un qui est très production et opérationnel, mais au contraire être pas propriétaire, mais incarner l'énergie de l'air. Dans cette réunion-là. Ce qui lui permet en fait de sortir de son rôle habituel, de jouer sur d'autres compétences qu'il a peut-être, et puis surtout de travailler aussi d'autres énergies que celles dans laquelle peut-être son métier l'a enfermé. Voilà, donc vous allez avoir cette capacité d'autonomie, de responsabilisation au sein de l'action collective des membres de l'équipe.
Les équipes qui sont marquées du feu, c'est aussi souvent des équipes qui sont dans le tout et tout de suite. Alors parfois avec des inconvénients, mais en tout cas dès qu'on a décidé, on a envie de mettre en place. La décision est prise, on est impatient de quitter la salle de réunion, de se lever de sa chaise et d'aller passer à l'action. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, les choses se font dans l'énergie de l'instant présent. Si j'ai décidé que j'enregistrais ce diaporama aujourd'hui, parce que je l'ai travaillé hier soir, que j'ai pas eu le temps d'enregistrer, c'est aujourd'hui au plus tard, parce que lundi j'aurais déjà perdu le bénéfice de la préparation que j'ai faite hier. Voilà. Et puis aussi parce que finalement, s'il devait y avoir débordement, y compris au travers d'une forme d'expression de colère, hein, d'impatience, elle va se consumer dans l'action et donc elle aura plus lieu d'être. Donc l'impatience que je pourrais avoir à un moment donné, vous savez, cette agitation que je pourrais avoir d'une réunion un peu trop longue, elle va se consumer dès que je vais me lever et dès que je vais passer dans l'action. Quand on sent ça dans une équipe ou auprès d'un équipier, c'est qu'il est probablement marqué du feu. Et enfin, ce sont des équipes qui recherchent des progrès immédiats. Ils sont moins à l'aise avec des plans d'action qui vont produire des effets dans 1 an, dans 2 ans. Ils ont besoin que, même s'il y a un plan d'action long terme, il y ait aussi dans ce plan d'action long terme des idées de progrès immédiat, de réussite, de quick wins, de petites victoires qu'on va remporter, très focalisées sur le résultat. Et c'est plutôt une chose à la fois, si possible, cette chose étant l'essentiel, c'est-à-dire celle qui, en fait, je vais jouer sur mon domaine d'excellence pour aller marquer le point le plus parfait possible. Mais je ne cherche pas la perfection totale. Je cherche, c'est pas le point le plus parfait d'ailleurs, c'est le point le plus performant possible. Donc je vais chercher comment, en me centrant sur l'action essentielle immédiate, je vais pouvoir m'approcher le plus rapidement et le plus près possible de l'objectif à long terme. Ensuite, la fin du boulot, ce qui va la différence qu'il pourrait y avoir entre la performance et la perfection, si je suis marqué du feu, je vais peut-être laisser ça à d'autres, hein, parce que c'est pas forcément ma signature. Ce qui compte, c'est de progresser. Évidemment, faire un diagnostic, c'est bien, mais encore faut-il que ça serve à quelque chose. Donc, nous allons voir dans cette troisième partie quelques exemples d'utilisation en coaching d'équipe. La première exploitation, la plus simple finalement, c'est de faire l'exercice en équipe, avec l'équipe que vous coachez, parce que ça va déjà produire des effets, liés d'ailleurs à chacune des énergies. Ça vous étonnera pas, le fait de réfléchir à quelle est la signature de l'équipe permet, tout d'abord de prendre davantage appui sur ses racines, puisqu'on comprend mieux sa signature, on comprend mieux donc du coup quelle est sa force, quelle est son modèle de réussite, et ça permet de s'ancrer davantage dans ce socle fondateur. Et ça permet aussi donc de se reconnecter avec la confiance en soi et la diversité des points de vue. Le fait d'avoir cette discussion sur les différentes signatures, le fait de parler de la capacité de l'équipe à se connecter avec d'autres équipes qui auraient éventuellement des signatures différentes, ça permet de bien reconnecter les membres de l'équipe avec l'importance de la confiance et l'importance de la diversité. Ça permet également de donner une forme de souffle et d'élan, puisqu'il y a un enthousiasme à chaque fois qu'on fait cet exercice avec les équipes qui se produit, un peu comme si le fait de mieux se connaître, ça libérait quelque chose. Ça permettait de trouver un nouvel élan et de s'orienter dans une nouvelle direction. Et enfin, ça permet, quand on connaît bien sa signature, quand on connaît bien les points forts de sa signature, ça permet de faire plus de ce qui marche bien. C'est-à-dire là aussi, c'est la boucle qui se boucle par rapport à la Terre. Ça permet donc de prendre appui dans ses racines pour encore mieux réussir ce qu'on sait bien faire. Quelque part, c'est pousser son modèle de performance à l'excellence. Mais prenons maintenant un premier exemple concret, une mission que nous avons menée avec un client il y a quelques années. C'était en 2017. Client de l'industrie des services, 300 agences en France, en Europe, et une particularité qui est quand même pas, qui n'est pas rien, c'est que c'est une boîte dont le chiffre d'affaires baisse constamment depuis l'année 2000 et qui est dans le rouge depuis 2010, alors qu'on est en 2017, donc déjà 6 années de perte d'exploitation. Cette société qui est un peu le fleuron historique d'un grand groupe familial, qui est une vieille boîte, l'actionnaire familial ne s'en est pas séparé parce qu'il a la chance d'avoir d'autres entreprises autour qui permettent non seulement d'éponger, mais même de combler le déficit de celle-ci. Et puis il n'arrive pas à se résoudre en fait à vendre son entreprise historique.
En revanche, ce qu'il a fait, c'est que il a décidé de nommer une nouvelle direction qui doit redéfinir le positionnement de l'entreprise, qui doit faire un plan de redressement et qui doit aussi rassurer les équipes parce que les équipes commencent à être sérieusement inquiètes, ce qui est bien normal, de voir cette entreprise couler tout doucement. Néanmoins, et moi, l'impression que j'ai eue en rencontrant cette équipe en 2017, c'est que ils avaient fait les bons choix, ils avaient choisi des bonnes personnes. Les résultats tardent à venir, c'est-à-dire que la direction euh, qui a été nommée, la nouvelle direction générale, tous les postes ont été changés à l'exception d'un seul, euh, a probablement bien vu ce qu'il fallait faire pour sortir l'entreprise de l'impasse, et pour autant, les résultats ne viennent pas. Voilà, et donc du coup, l'ADG me demande d'organiser un séminaire sur stratégie et chantier prioritaire, sur 3 journées au vert, un peu une sorte de séminaire de la dernière chance. Et puis, lors de ces séminaires, c'était pas du tout prévu d'ailleurs, mais c'est suite à un petit warm-up qu'on fait, il fallait monter une tour en papier. Et là, il me semble observer quelque chose d'assez surprenant, donc je leur propose, en leur expliquant le modèle Terre, Eau, Air, Feu, de se positionner les uns et les autres sur leur signature individuelle. Et de positionner aussi les autres membres du CODIR, ce qui a fait l'objet de petites discussions amusantes, parce que la plupart du temps, ils se voyaient bien dans la bonne énergie, mais il y a des moments où ça a donné lieu à quelques discussions, parce que, et ça c'est une chose qu'on n'a peut-être pas encore vraiment dit, mais la signature que vous avez n'est pas forcément ce qui se voit le plus. Et puis, il peut y avoir un peu comme dans le MBTI, une notion d'extraversion et d'intraversion. Mais bon, passons là-dessus. Toujours est-il que les membres de l'équipe décident de jouer le jeu et de se positionner les uns et les autres sur ce diagramme. Voilà, donc ils acceptent de jouer le jeu et finalement on aboutit à cette représentation-là des signatures individuelles sur le schéma terre, eau, air, feu. Et évidemment, quand ce travail-là est terminé, ben, un grand silence, stupeur. L'hypothèse que j'avais formulée en les voyant faire le jeu se confirme. Absence totale de l'énergie du feu dans les signatures individuelles de ce comité de direction. Et là, en introduction, je vous disais qu'il ne fallait pas confondre signature d'équipe et signature individuelle. Donc moi, dans cette équipe-là, je ne suis pas capable de vous dire quelle est cette signature d'équipe. En l'occurrence, elle était plutôt haut. Mais ce qui est sûr, c'est que si personne ne porte le feu, la signature de l'équipe ne sera pas dans le feu. Et donc et là, d'un seul coup, le codir comprend en fait ce qui est en train de lui arriver. Ce qui est en train de leur arriver, c'est que ils pensent, et ils ont raison de penser, qu'ils ont les bonnes personnes pour porter un projet dans l'air, une stratégie, une vision, une nouvelle offre. Ils ont les bonnes personnes, et notamment la directrice du réseau et le DRH, pour travailler la remobilisation des équipes, leur capacité à être rassurés et à réengager leur motivation sur un nouveau projet. Ils ont structuré, réorganisé, processé avec le DAF et avec le responsable de la supply. Sauf que tout ça c'est très bien, mais personne ne porte le feu. Alors le fait que personne ne porte le feu, ça fait que les résultats qui pourraient arriver immédiatement, ils arriveront plus tard. Et puis surtout, ça fait que l'actionnaire qui lui a besoin de voir du feu sortir de cette boîte, ben, il n'en voit pas. Et donc il est particulièrement inquiet. Donc passé ce petit moment de stupeur, eh bien nous avons décidé, impulsion du coach, mais évidemment décision de l'équipe, unanime, de réorienter l'objectif du séminaire. On était à peu près à la moitié du temps qu'on s'était fixé. Non, c'était le début de la deuxième journée, et donc on décide qu'effectivement le reste du séminaire sera un séminaire tourné sur l'énergie du feu, c'est-à-dire comment on fait quand on n'a pas une énergie présente au sein d'un comité de direction pour malgré tout faire en sorte qu'elle soit incarnée par l'entreprise parce que l'entreprise en a besoin. Et donc, entre autres, eh bien, ça a permis ils ont identifié des chantiers qui allaient leur permettre de remporter des petites victoires partout dans l'entreprise tout de suite, dans les 2, 3 semaines qui allaient suivre. Pour que les gens, au-delà du fait simplement d'être rassurés sur le fait que l'entreprise avait été reprise par de bonnes mains, eh bien, il était important aussi de leur montrer que tout le travail qu'ils faisaient commençait à porter des fruits. Ils ont été identifiés des acteurs de feu dans l'entreprise. Il n'y en avait pas dans le CODIR, mais il y en avait dans l'entreprise, et ils leur ont confié la responsabilité de ces chantiers.
Ils ont aussi essayé de mobiliser un nombre plus important de collaborateurs pour que ça pousse encore un peu plus fort vers le résultat. Et puis, alors ça c'est presque une anecdote, mais que je trouve intéressante, ils ont décidé, pour donner un grand coup, un grand coup de poing sur la table par rapport à ça, de faire une grosse journée détox. Et donc ils ont mis au feu tout ce qui était inutile dans les armoires. Ils ont aussi jeté tous les meubles qui encombraient le passage. Ils ont jeté des projets qu'ils ont décidé d'abandonner. Ils ont aussi viré des règles. Et donc en fait ils ont brûlé tout ce qui était a priori inutile et qui permettait aux gens de se concentrer sur l'essentiel. Et enfin, ils ont choisi des modalités différentes de communication, plus réalistes avec les équipes qu'ils avaient tendance à trop protéger pour pas leur faire peur. Donc il faut quand même aussi leur montrer la réalité des choses, et plus incisives vis-à-vis de l'actionnaire pour bien lui montrer que les actions allaient porter leurs fruits et leur donner envie de continuer à faire confiance à cette équipe. Le deuxième exemple est assez différent. C'est une entreprise dans le tertiaire, une entreprise qui a des résultats solides depuis longtemps, donc on n'est pas du tout dans la même histoire que la précédente. En revanche, cette entreprise, pour des raisons historiques, elle s'est retrouvée très cloisonnée. À un moment donné, il y a eu 2 patrons qui étaient des fortes personnalités, qui s'entendaient bien au départ, mais qui rapidement, quand ils ont été, qui étaient 2 sortes de directeurs généraux adjoints, donc qui étaient même d'ailleurs tous les 2 directeurs généraux, chacun sur des parties bien particulières de l'entreprise. Et quand ils se sont retrouvés sur cette position-là, ils se sont moins bien entendus, voire pas du tout entendus. Le président a laissé faire, soit parce qu'il pensait que diviser c'était mieux régner, soit parce qu'il n'a pas vu, soit parce qu'on s'en fiche, je sais pas. C'est l'histoire, elle ne nous intéresse pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce cloisonnement à la tête de l'entreprise, par effet de ruissellement, s'est mis à rentrer partout dans l'entreprise, et donc euh, même à l'intérieur de chacune des 2 parties de l'entreprise, eh ben, petit à petit tout s'est mis à se cloisonner, à se rigidifier et à travailler en silo. Donc forcément, heureusement, l'entreprise était très solide, et heureusement les gens étaient responsables et autonomes, l'entreprise était saine. En revanche, ça ne lui permettait pas de prendre l'essor qu'elle pouvait prendre. Et au départ de ces 2 personnes-là à la retraite, ils avaient le même âge, ça tombait bien. Un nouveau DG est chargé de venir pour moderniser l'entreprise et quelque part réveiller la belle endormie, quoi, la faire exploser. Un très bon DG, très équilibré dans ses énergies, on le verra tout à l'heure, mais avec un vrai projet pour l'entreprise, une vraie volonté de faire avec ceux qui étaient là, et qui par contre très rapidement s'est heurté à cette espèce d'impossibilité de décloisonner l'entreprise. Donc, dans la demande d'intervention, là c'est un peu différent de tout à l'heure, ça s'est pas fait au détour d'un séminaire. J'ai proposé de rencontrer les membres du CODIR et de faire ce diagnostic énergétique terre, eau, air, feu, avant de démarrer, avant même de faire d'ailleurs une proposition au client. C'est plus comme ça qu'on a l'habitude de travailler. Et donc, en interviewant les membres de l'équipe, je me rends compte que dans cette équipe, il y a 2 énergies qui ressortent, une énergie de terre très forte et une énergie de feu assez forte aussi. En gros, dans cette équipe, ce qui est important, ce qu'on respecte et qu'on valorise, c'est la compétence, c'est le fait d'être un expert, c'est le fait d'être un bosseur, c'est que les choses soient concrètes. On est des gens modestes, on n'est pas des gens m'as-tu vu, c'est pas le bling bling qui nous intéresse. Chez nous, il faut que ça soit tangible, c'est le terrain qui compte, c'est sur le terrain que ça se gagne, des fonctions sièges très, très light par rapport à la taille de l'entreprise. Voilà. Et puis c'est aussi la réussite, l'engagement, la force, le challenge, le fait d'être les meilleurs. Voilà, donc on retrouve bien dans les mots bleu et rouge, mais on retrouve bien ces énergies de la terre et du feu. En revanche, très peu d'eau, très peu d'air, fonctionnement en silo, cloisonné, on en a déjà parlé, pas de fun, les gens me le disaient, mais ils disaient, autrefois, il y a 20 ans, on se marrait bien, aujourd'hui on se marre plus, voilà. Donc plus de fun, et puis pas mal de critiques larvées, de bruits de couloir, donc on s'affronte pas. Vous savez, tout à l'heure on a dit que un des éléments qui signait l'eau, c'était la capacité à se dire les choses, à se confronter et à réguler les choses. Ben là, ça se faisait pas du tout, donc comme il faut bien que ça sorte, ça sortait à la machine à café ou dans les bruits de couloir. Et puis pas d'air, parce que on fait comme on a toujours fait. Les créatifs, ce sont des farfelus, on n'en veut pas. Et finalement, dans notre métier, il y a peu de choses qui évoluent. Chez les autres, ça bouge, mais chez nous, ça bougera jamais. Et donc l'air, non seulement on n'en a pas, mais en fait, on estime qu'on n'en a pas besoin. Alors que l'eau, on n'en a pas, mais on estime qu'on devrait en avoir un peu plus.
Et puis en fait, ça m'a permis de montrer au DG comment les deux derniers recrutements qui avaient été faits, le sien, directeur général, et celui d'un DRH, qui était une fonction qui n'existait pas dans cette entreprise, étaient en train de bousculer cette culture historique fortement ancrée dans laquelle les gens étaient installés depuis de longues années. Tous étaient des fidèles parmi les fidèles hein, dans le comité de direction, sauf ces deux-là qui sont deux récents, qui viennent de l'extérieur et qui forcément étaient marqués d'énergie complémentaire. Le patron du marketing, c'était un gars qui bousculait, qui ouvrait de nouveaux horizons, qui voulait aller vite, qui arrivait avec des nouvelles méthodes et en disant on a du retard sur le digital, sur ceci, sur cela, donc il faut y aller vite. Mais qui par contre était vécu par les autres comme étant un peu sec et brûlant, hein, un peu comme un désert aride, comme dans la photo là de l'air où à la fois il y a l'air mais il y a aussi le soleil, on sent qu'il chauffe bien. Euh, et puis le DG qui lui décloisonne beaucoup, et du coup, forcément les autres se disent oh là là, mes prérogatives, qu'est-ce qu'on en fait? Qui parle futur, qui parle modernité, et puis surtout qui porte une ambition forte pour l'entreprise. Donc on l'appelle un peu Monsieur Toujours Plus. Donc lui très marqué de l'eau et du feu, mais avec pas mal d'air aussi dans la vision. Et donc en fait finalement les bons recrutements, ce sont les deux personnes qu'il fallait pour ce comité de direction. Sauf qu'ils viennent bousculer peut-être un peu fort, sans avoir forcément pris conscience à ce point-là que la culture était marquée terre et feu. Donc le simple fait de leur présenter à tous les deux, puisque je l'ai présenté aux deux, puis au CODIR, ce schéma-là, ça permet en fait, tout le monde le sait ça. Mais là, ça met des mots, ça met un schéma, ça met une forme de visualisation sur laquelle tout le monde se dit, eh ben ouais, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et donc on gagne du temps. On gagne du temps parce qu'on leur apporte c'est comme un coup de miroir. Ils se voient dans ce miroir qu'on est en train de leur tendre. Ce qui est bien un des effets qu'on cherche à produire dans le coaching. Et donc à partir de là, ça permet de bâtir un séminaire qui va être un séminaire, comme on va le voir, très axé sur finalement, est-ce que la diversité, c'est une contrainte ou une opportunité? À partir de là, ça a permis de travailler donc un cœur de séquence important qui était de faire de nos différences une force. Avec un processus assez classique. Hein. On a présenté le modèle à l'équipe, TRORFE, qu'est-ce que c'est? On a demandé à chacun de se positionner spontanément. Moi, j'avais fait le diagnostic lors des entretiens, mais je leur avais pas présenté le modèle. Donc, c'était important que eux s'approprient un petit peu le truc. Ensuite, ils ont débattu, ils ont posé le constat tranquille des forces et des manques de leur équipe, des déséquilibres aussi qu'on pouvait constater. Et puis, on a travaillé en sous-groupe sur finalement quels sont les avantages et les limites de chaque énergie. Donc, quand on est très air face à quelqu'un qui est terre, qu'est-ce que ça produit pas, etc. Ce qui est finalement le plus important, c'est que ça a permis au directeur général et au directeur marketing d'assumer davantage leur signature, de bien montrer aux autres en quoi finalement quelque part ils étaient les bonnes recrues, même s'ils avaient tendance à beaucoup secouer. Mais en même temps, ça a permis aux autres, aux groupes plus anciens, de leur faire des recommandations sur la manière dont ils pouvaient modifier leur message, dont ils pouvaient ajuster leur message et leur type de communication de manière à ce qu'elle soit mieux entendue et à ce que les projets sur lesquels ils bossaient ou les indications, la- les, les, les intuitions qu'ils avaient et qu'ils portaient puissent être plus adaptées par le mieux et davantage à l'ensemble de l'entreprise. Voilà, et puis dernière étape, on a travaillé aussi sur le fonctionnement du CODIR à partir de cette cartographie. Donc voilà un autre exemple d'utilisation du diagnostic énergétique d'équipe. Et puis, on pourrait vous citer d'autres exemples, mais ça commence à devenir un petit peu long, donc juste se dire qu'effectivement, ça peut servir aussi à régler des problèmes d'interface entre deux équipes qui travaillent souvent ensemble. Ça peut aussi aider à fusionner des équipes, par exemple deux régions qui fusionnent, ça permet de regarder quelle est la signature de chacune des deux. Alors même qu'elles font le même métier, elles peuvent être très teintées de signatures différentes. C'est le cas d'une mission sur laquelle je suis en ce moment, et je pense qu'on va se servir de ce modèle-là pour bien leur montrer et leur faire comprendre ce qui se joue. Et puis ça peut être aussi intéressant de le faire quand on constitue une nouvelle équipe projet, parce que dans la constitution d'une équipe projet, eh bien, on peut aussi aller regarder quel est l'équilibre des signatures. On peut même peut-être s'en servir pour faire le bon casting. Évidemment, hein, il y a un casting compétences qui se met en place, mais si au-delà du casting compétences, on peut aller regarder le casting des signatures énergétiques, eh ben peut-être que c'est pas mal et que ça donne de plus grandes chances à l'équipe de projet de réussir.
Alors j'arrive à quelques points rapides d'attention importants que nous voudrions vous proposer avant de vous laisser faire vos premiers diagnostics. Le premier point, c'est de bien se rappeler que c'est le modèle est au service de la vie, donc le modèle est au service du coaching qui est la vie et non pas l'inverse. Donc on ne fait pas un diagnostic pour faire un diagnostic, on fait un diagnostic parce qu'on pense qu'il va nous servir à quelque chose. Et surtout, on accepte de confronter notre point de vue avec celui de l'équipe parce que cette affaire-là n'est pas une affaire de cases rigides comme la boîte à outils, là, comme la boîte à... C'est pas une boîte à outils, c'est une boîte à matériaux là, de bricoleur nous le présente. Euh, les choses sont beaucoup plus complexes que ce que, évidemment, je vous ai présenté dans mes schémas précédents. Ça ne donne que des grandes indications et il faut quand même que vous en restiez parfaitement conscient et que eux aussi en restent parfaitement conscients. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous avanciez prudemment, par hypothèse successive, et que vous fonciez pas vers la conclusion avant d'avoir bien écouté. Un des points qui permet de faire ça, c'est de jamais faire vos diagnostics tout seul, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les entretiens soient faits par deux personnes différentes. Donc ces personnes vont aussi formuler des hypothèses différentes, et ça va permettre, quand vous allez vous retrouver, d'éviter le biais d'un seul regard. L'autre point qui est important, c'est que il faut, quand vous présentez ça, il peut y avoir un risque, c'est que l'équipe s'amuse de sa signature et se mette à la surjouer. Par exemple, une équipe à qui vous direz, bon, visiblement, vous vous êtes très marqué par l'air, se met à dire, ouais, ouais, mais nous, mais c'est ça, ce qui compte, c'est la création, ce qui est important, c'est la vision, c'est la stratégie, c'est de voir loin, c'est de voir les nouvelles choses. Et puis que d'un seul coup, finalement, ces gens-là se mettent à surjouer leur signature alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils soient bien conscients de leur noyau, de leur centre, et qu'à partir de ce centre, ils apprennent à développer les autres énergies. Parce que l'air a besoin de la terre, parce que l'air sans la terre ne concrétisera jamais rien. L'air sans le feu ne vendra jamais rien. L'air sans l'eau va tout souffler dans toutes les directions et va perdre les gens, et les gens ne seront pas reliés. Donc c'est important que vous leur fassiez prendre conscience de leur modèle de réussite, de leur signature, et leur permettre de se développer entre eux et avec les autres à partir de leur signature, mais de manière extrêmement ouverte et extrêmement positive. Un peu dans la même idée, attention, attirer leur attention sur le fait que quand on se croit air ou quand on se croit terre, par exemple, eh bien, et qu'on pense que les seules choses qui sont valables dans la vie, c'est les choses qui sont démontrées par les faits concrets, eh ben, si cette équipe-là se met à développer une croyance de ce type-là, elle va effectivement, vous savez, on dit que on croit ce que l'on voit, mais on voit ce que l'on croit. Si je crois qu'effectivement la seule chose qui est importante, c'est les réalisations sur le terrain, je vais voir ça avec plus d'importance et plus d'acuité que tout le reste. Et donc, je vais devenir un espèce de monomaniaque qui ne sera pas ouvert aux points de vue différents. Donc, c'est important, vous voyez, sur cette histoire d'ADN, mais c'est aussi important sur cette histoire de comportement ou de croyance associée à la signature de l'équipe. Et donc finalement, ce qui compte, c'est de bien utiliser ce modèle comme un tremplin, quelque chose qui va permettre d'aller plus haut, plus loin, et pour en déduire des actions concrètes, immédiates, et non pas pour aller raconter une histoire dont on se complairait pendant des heures à se dire ah oui, mais c'est normal, parce que dans notre boîte, il faut savoir, ça fait 50 ans que ça marche comme ça, etc. Toutes ces excuses que les gens vont se trouver pour surtout pas changer. Nous, quand on pose un diagnostic, c'est qu'il est tourné vers le futur, il est tourné vers la résolution de ce qui nous est demandé de résoudre, et donc c'est orienté vers le résultat. Voilà, eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout sur ce diaporama effectivement un petit peu long, donc j'espère que vous saurez tirer l'essentiel dans vos prochains diagnostics. À bientôt pour la suite.